canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, c'est l'heure à la... ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Bonjour Saad, j'espère que tu vas bien, tu m'entends bien? Oui, salut, Bon, ça va? ça va et toi? Deuxième fois qu'on se voit. Enfin, qu'on se voit. On attend En, la troisième. en attendant la troisième. Saad Chakali est avec nous aujourd'hui. C'est le deuxième jour de ce week-end spécial consacré à Serge Danet. Hier, j'ai discuté plutôt, avec Arnaud Vivian, qui est critique littéraire, écrivain, journaliste, et qui avait été l'un des derniers à rencontrer et à interviewer Serge Danet en 92. Et donc aujourd'hui, on va parler avec Saad que vous avez rencontré, que vous avez écouté lors de l'émission consacrée, le live consacré à Watchmen. D'ailleurs, j'en profite quand même pour reparler de cela en disant que ça s'appelle Masque blanc, peau noire, les visages de Watchmen de Damon Lindelof. C'est édité chez l'Harmattan. Voilà, vous avez l'émission que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez dans la chaîne Microciné. Mais le plus important, c'est ce livre, c'est l'Harmattan. Procurez-le vous, il est très important. Voilà, c'est son troisième livre et je sais qu'il en fera plusieurs après. J'en suis persuadé. Donc merci beaucoup Saad en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Cette conversation va être un peu particulière. Saad a insisté et il a raison d'insister parce que parfois nous journalistes on peut avoir une petite déformation professionnelle, mais avec Serge Danet on peut pas l'avoir cette déformation professionnelle si on n'est pas dans la subjectivité, ça sert à rien de parler de Serge Danet. Et donc il a raison, Saad, quand il me dit on peut parler de cela. J'avais l'idée de parler avec lui surtout du fait que Danet a été quelqu'un qui est allé voir un peu comment se portait le cinéma ailleurs que chez lui ou que dans les États-Unis. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui nous relie, Saad et moi, par rapport à cette vision du cinéma. Mais Saad me disait aussi, très justement, je vais reprendre ces mots parce qu'ils sont intéressants, il me disait on peut aussi parler de la modernité et de la géographie, parce que la modernité c'est l'histoire, et il me disait Auschwitz ou Hiroshima, ou la géographie avec l'Est, le tiers-monde et le Sud. Et d'ailleurs Saad a écrit un article, parce qu'il a un blog qui s'appelle Des Nouvelles du Front, et que vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la page descriptive liée à ce live, et il a écrit un article récent qui s'appelle d'ailleurs, je ne vais pas me tromper, Serge Danet, l'histoire, la géographie, la modernité, qui a été publié récemment. Donc voilà, j'ai planté le décor. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est pour parler de Danet, donc pour parler de la rencontre avec Serge Danet, j'aimerais aussi parler un petit peu de la rencontre avec Saad, qui est très importante. On s'est rencontrés dans une salle de cinéma, c'était à Marseille, c'était les rencontres cinématographiques c'est dirigé par Aflam, donc c'était les cinémas arabes, et il y avait une rétrospective consacrée au cinéaste Mohamed Saleh Haroun. Tu me contredis, Saad, si je me trompe, parce que parfois la mémoire, tu sais, elle flanche. Et Saad avait été choisi pour animer, mais aussi pour animer, certes, mais surtout pour dialoguer avec le cinéaste à l'issue de la rétrospective, à l'issue de projection de ces différents films. Et moi, j'avais assisté à une des projections, et en voyant le film, dont je me souviens plus d'ailleurs quel était le film, je sais pas si tu te souviens, le titre du film. Abouna. Voilà. Abouna. Et en voyant le film, puis ensuite en écoutant ça discuter avec Mohamed Saleh Haroun, je ne sais pas pourquoi je pensais, enfin si je savais pourquoi, mais je pensais beaucoup à Serge Danet. C'est comme ça que j'ai pris la parole et qu'on a parlé de Serge Danet. Et c'est ensuite après qu'on a beaucoup discuté de cela, et je lui ai dit, tiens, ce serait bien peut-être que tu viennes à Béjaïa. Béjaïa, c'est une ville portuaire en Algérie, en Kabylie. Il y avait un festival, il y a encore un festival, enfin c'est plutôt une manifestation cinématographique qui s'appelle les Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et à l'époque, j'étais directeur artistique, et j'avais proposé à Abdel Rochiche, qui était le président, le directeur de cette association, enfin de l'association Projecteur, mais aussi de cette manifestation. Je lui ai dit, ça serait bien peut-être, c'était ma dernière année en tant que programmateur, et je voulais faire quelque chose qui me ressemble vraiment énormément, et j'avais envie de faire une semaine consacrée à Serge Danet, mais Serge Danet, non pas le Serge Danet qu'on a l'habitude de voir, de lire, d'entendre à travers les
les articles rédigés par d'autres personnes, c'est-à-dire un Serge Danès intéressant à Trafic, les cahiers du cinéma, le cinéma européen, tout ça, mais je voulais aussi qu'on parle aussi du fait que Serge Danès était l'un des rares critiques de sa génération, aller voir un peu le monde, et ça nous intéressait énormément. Et donc je propose à Saad de venir passer la semaine entière pour voir les films que l'on projette, mais aussi pour participer à cette deux tables rondes. Donc il y avait une des deux tables rondes dans laquelle il y avait Olivier Adouchi, que j'embrasse affectueusement, et qui d'ailleurs va venir parler de Guy Gilles bientôt, donc ça va être tout un programme. Et il y avait aussi Alseni Saïdou Bari, critique de cinéma burkinabé, qui était venu du Burkina Faso pour parler aussi de ça, de Serge Danès. Donc, et là où je voulais en venir, c'est que, et là je vais me permettre, comme je le fais depuis maintenant 5 minutes, de parler, mais avant toi, pour te poser le décor, c'est pas une question que je vais te poser, c'est juste que là, tout de suite, je vais te raconter simplement quelques secondes d'une histoire qui me lie à Serge Danès, comment je l'ai rencontré et ce qui a fait que je me suis intéressé à lui. Et j'aurais voulu aussi que toi, de ton côté, tu fasses cette générosité de m'expliquer un peu, de manière très subjective, cette rencontre et pourquoi à un moment, tu t'es décidé à t'intéresser davantage à ce critique. Moi, pour ma part, je l'ai rencontré en 98, c'était chez des amis. Et il y avait comme ça le hors-série Inrecuptible, et il y avait cette entrevue avec Serge Danès, donc entrevue qu'il avait accordée à Arnaud Vivian. Et moi je connaissais pas du tout Serge Danès, donc j'avais quel âge? J'avais 22 ans, 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Je connaissais pas ce critique, je connaissais pas cet auteur. Les seules personnes que je connaissais issues des cahiers, c'est Truffaut, Godard, Chabrol. Et encore, je les connaissais pas tellement. Enfin, j'avais lu surtout des articles de Truffaut et pas des autres. Et je me rappelle un ami à moi, je lui dis, tiens, tu connais ça, Danès? Et il me dit, oui, je crois que c'était un critique de cinéma, il est mort du sida. Ça m'a frappé, c'est quelques mots. Il est mort du sida. En quelle année? En 92. Bon. Et est-ce que c'est peut-être parce qu'il est mort du sida et qu'il était critique de cinéma et que j'associais le cinéma à la mort et tout cela que je me suis intéressé à lui, donc j'ai commencé à lire. Et en fait, les premiers articles que j'ai lus de Danès, ce sont des articles dans lesquels il parle de films d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Sud, mais pas forcément des films américains ou européens. Et là, je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on parle comme ça, de cette manière, c'est-à-dire une manière très simple, de ce genre de film, et surtout d'un continent qui est le mien, mon continent d'origine, qui est l'Afrique. Et puis surtout, quand je m'aperçois qu'il a parlé, qu'il a été en Algérie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pu voir dans ce pays que moi, je n'avais pas pu voir ou que je n'ai pas voulu voir? Et c'est comme ça vraiment que je me suis intéressé d'une part à cet auteur, et surtout que je me suis intéressé à ce pays d'origine qui est l'Algérie. Il y a eu 2-3 films qui, à un moment, m'ont dit, bon, ça y est, c'est bon, il faut y retourner pour voir ce qui se passe. Dont notamment Nahla de Belloufa, Gatlato de Alouache, ou aussi Nadir Moknesh avec le Harem d'Emmanuel Mosman, qui a été un moment très fort pour moi. Et c'était ça, je me disais, tiens, il y a un critique de cinéma français qui s'intéresse à ce genre de cinéma comme il pourrait s'intéresser à Coppola ou à Howard Hawks avec Rio Bravo. Et il les mettait au même niveau. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était ce que je voulais faire. Et c'est là que je me suis aperçu aussi que malheureusement, ils n'étaient pas légion. Les critiques de cinéma qui écrivaient de cette manière et qui regardaient de cette manière. Voilà en gros. Et toi, comment ça s'est passé plus ou moins? Non, mais là, je t'écoute avec une joie très très grande. Je découvre d'ailleurs des choses. En tout cas, le retour que tu fais concernant Marseille, je pense que c'est vraiment approprié, mais au-delà de nos personnes respectives. C'est approprié parce que d'abord ça a eu lieu à Marseille, une ville intéressante, parce que c'est une ville ouverte sur le monde, c'est une ville monde, c'est une ville plurielle, c'est une ville méditerranéenne, c'est une ville de passage, donc elle est appropriée pour les passeurs et les passants que nous sommes dans ce monde. Donc on s'est rencontrés à cet endroit-là, on s'est rencontrés aussi parce qu'il était question des cinémas d'ailleurs, que du cinéma français. Enfin, il s'agissait de montrer des films, il s'agissait aussi de montrer des films français, et il s'agissait aussi de montrer des films de l'autre côté de la Méditerranée, mais en tant qu'ils nous parlent, en tant qu'ils nous donnent des nouvelles justement de cette autre côté de la Méditerranée, et d'une autre façon que la télévision. Et quand toi et moi, nous avons été invités par Tahar Shiraoui
les copines et les copains d'Aflam pour parler des films, rencontrer les réalisateurs et jouer à l'endroit où on était, avec la modestie de nos moyens, le rôle de passeur, finalement, est devenu une espèce de mot de passe quand il s'agit d'avoir une pensée à l'adresse de Serge Danet, donc de jouer à notre tour le rôle de passeur. Effectivement, ça s'est joué avec la Méditerranée, avec Marseille, avec les cinémas arabes, avec les cinémas ailleurs que simplement de la face nord de l'Afrique, y compris du Tchad, avec notamment Mahamat Salah Haroun. Et effectivement, Abouna était le film qui a fait médiation entre nous, qui a fait membrane entre nous. Et Mahamat Salah Haroun, c'était très intéressant d'abord de discuter avec lui, parce que c'est vraiment un très bon cinéaste qui a une très grande conscience et une très grande sensibilité quant à ces réalités-là, quant à ces questions-là. Et la question de Serge Danet, c'était pas la première fois qu'on lui en parlait, quand le film avait été présenté à Cannes au début des années 2000. Déjà, je me souviens que Charles Tesson, évidemment, en avait parlé, puisque après tout, c'est l'histoire d'enfants qui cherchent leur père et qui se demandent si leur père n'est pas dans un film. Voilà. C'est le cinéma. Je me souviens, bien sûr. Et la question de savoir si le cinéma, et là je vais citer Danet, parce que c'est vraiment une phrase importante, pour le comprendre, et puis au-delà, c'est le cinéma, c'est le lieu du père, mais pour autant qu'il n'y est pas, pour autant qu'il manque à sa place, et c'est son lieu, mais pour autant qu'il fait défaut à la place qui est normalement essentiellement la sienne, évidemment, c'était présent dans le film de Mahamat Sao, indépendamment du fait qu'il ait désiré ça, mais de toute façon, il acceptait, bien évidemment, de s'inscrire aussi dans une histoire du cinéma qui est celle-là et qui passe aussi par la figure de Serge Danet. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'ensuite on a traversé ensemble la Méditerranée, ou que je t'ai rejoint de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas rien évidemment pour moi, parce que c'était la première fois que j'y allais, et j'y allais avec le cinéma et avec la promesse du cinéma, c'est-à-dire de découvrir le monde. Donc, là, de fait, c'est pas un vain mot, c'est pas simplement une posture de la part de Serge Danet, c'est réel et je l'ai vécu. Je ne serais jamais allé en Algérie sinon qu'en y allant avec le cinéma ou par le biais du cinéma, c'est-à-dire en tenant à distance aussi le roman familial, le démon des origines, parce que c'est le cinéma qui doit vectoriser ce rapport-là pour que d'une certaine manière le monde soit plus grand que nos familles, évidemment. Le monde est bien plus grand que les familles. Et pour aller discuter de Serge Danet, effectivement, avec moi, avec d'autres, avec Jean-Michel Frodon, enfin, avec Lamé, avec Catherine Ruel, enfin, avec des gens aussi qu'il avait connus, qui ont fait un petit chemin avec lui. Jean-Michel Frodon, qui a été rédacteur en chef de la même revue que lui, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'équipe du cinéma, enfin, tout ça était absolument décisif. Et je ne peux pas aujourd'hui penser à Serge Danet sans penser à notre rencontre, aux rencontres des cinémas arabes de Marseille, à Aflam, à Tahar Shiraoui, et puis ensuite à Béjaïa, qui sont devenus comme une autre maison cinéma et le monde pour moi. Et évidemment, relire aussi les articles de Serge Danet à l'aune finalement de ces voyages-là qui nous trament désormais et que nous avons aussi en partage. Donc ça, je suis très sensible à ce rappel-là, parce que du coup, de fait, qu'est-ce que ça nous dit de Serge Danet, sinon que c'est très incarné pour nous, c'est très affectif, c'est très sensible, c'est pas de la théorie, c'est pas du papier. Voilà, c'est les rencontres, les passages de frontières. Hein. Qu'est-ce qu'un passeur? C'est quelqu'un qui a besoin des frontières pour autant qu'il les passe. Bon, c'est des choses qu'on incarne, hein, qu'on a incarnées, qu'on continue d'incarner encore, quand bien même aujourd'hui les frontières sont très difficiles à passer, pour toute une série de raisons et pas simplement sanitaires. Donc Serge Danet, absolument, alors là, vital, peut-être encore plus maintenant que nous parlons qu'il y a quelques années, finalement. C'est ça, j'espère qu'on en parlera plus en détail. Ensuite, sur la rencontre, comment Danet est arrivé dans ma vie. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma au moment où, peu de temps après, où il est décédé, mais j'avais lu, et je lisais beaucoup Les Inrecuptibles, à l'époque où Les Inrecuptibles était une revue qui m'était vraiment très chère, qui était une revue bimensuelle, trimestrielle et ensuite mensuelle, où il y avait ce petit côté un peu chapelle élitaire qu'a eu un temps les cahiers du cinéma et qui permettait de se dire qu'on appartenait aussi à un monde, certes petit, mais dans ce monde-là, il y avait Nick Cave, il y avait Hubert Selby Jr. Et puis il y avait un critique qui s'appelait Serge Danet. J'avais lu beaucoup la critique, l'échange, l'entretien dont tu as parlé avec Arnaud Vivian. Et j'avais effectivement, j'avais été très sensible à ce que Serge Danet racontait. Tu l'as lu en direct?
Tu, tu l'as lu Je l'ai lu, je l'ai lu quasiment direct ou peu de temps après, parce que j'avais acheté les numéros dans le désordre. Ça s'est joué entre 92 et 94. Voilà. Mais en tout D'accord. cas, il est tout à fait possible que la première chose que j'ai lue, c'est cet entretien d'Arnaud Vivian avec qui tu t'es entretenu. Je pense que c'est passé par là. Ensuite, ce qui est certain, c'est que donc là, j'étais à l'université, fac d'histoire, et que je me cheminais, enfin, je m'avançais sur un chemin dont j'ignorais complètement la destination. En fait, je n'avais aucune orientation sur le sens du chemin qui était le mien à l'époque où j'étais à l'université. J'engrangeais les années, mais sans but, d'une certaine manière, un peu en pédalant dans le vide, comme le coyote dans Bibi et le coyote. Quoi. On pédale dans le vide, et dès lors qu'on découvre qu'en fait, on est dans le vide, on tombe. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais heureusement, ce qui m'a rattrapé à ce moment-là, c'est que j'ai cessé de m'imaginer avoir une carrière universitaire ou professorale, parce que je me suis trouvé d'autres maîtres. Je m'en suis trouvé trois. Je me suis trouvé trois maîtres qui étaient des maîtres de cinéma pour moi, c'est-à-dire Gilles Deleuze, c'est-à-dire Serge Danet, et Barthélemy Amangual. Barthélemy Amangual, un grand critique français moins connu, né en Algérie, un grand animateur du ciné-club d'Alger, où ont fait leur classe des gens comme Jean Narboni et Jean-Luc Comolli, qui ensuite allaient rejoindre Serge Danet pour refaire les cahiers du cinéma au milieu des années 60 jusqu'au moment très politique de la fin des années 60 et du début des années 70. C'est vraiment trois voilà. Et est-ce que ces trois personnes m'ont mené à différents endroits où elles étaient? Parce que c'est trois écritures très différentes, trois trajectoires très différentes, un philosophe, deux critiques, mais l'un voilà, je dirais plus universitaire et l'autre plus journalistique, là, pour les distinguer entre les trois. Mais ce qu'ils m'ont donné ces trois-là, c'est effectivement le cinéma, comme un objet de désir, comme un objet même d'amour, l'écriture. On peut écrire et on peut penser. Le cinéma comme un objet d'amour, comme un objet de désir, comme un objet d'écriture et comme un objet de pensée. Penser le cinéma, c'est aussi penser le monde. C'est une modalité de la manière dont on pense le monde et dont on naît au monde et dont on reste au monde, dont on s'accroche au monde ou avec le monde. Le rapport avec le monde s'intensifie et vectorisé par le biais du cinéma et ça passe par l'écriture. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai été un moine copiste. J'ai copié et recopié tous les textes de tous ces gens parce que je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas les textes de Serge Danet, même s'ils étaient écrits dans une langue plus proche, parce qu'il y avait aussi des textes écrits pour Libération dans les années 80, donc c'est pas des langues qu'on peut comprendre. Gilles Deleuze, c'est de la philosophie, c'était autre chose. Et même Barthélemy Amangual, c'est un besogneux. C'est quelqu'un vraiment qui travaillait très longuement ses textes, très très longs, de très longs feuillets, avec des analyses pour certaines, je pense, vraiment très importantes sur Jean Eustache en particulier, sur les Russes, sur Eisenstein, sur Tarkovsky. Et j'ai recopié parce que je sentais que c'était par là que ça devait passer. Et pour comprendre ces textes, il fallait d'abord les recopier. Et c'était le meilleur moyen de les lire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, pour le coup, mes professeurs d'histoire étaient relégués en banlieue. Et pour moi, le centre rayonnant, c'était ces trois-là. Et puis ensuite, tout le reste. Parce que évidemment, c'est un travail qui est sans fin. C'est une histoire sans fin et c'est la meilleure histoire parce que tu te rends compte à quel point penser, c'est extraordinaire. Écrire, c'est extraordinaire. Se confronter au cinéma, c'est incroyable. Que les films, il y a des films dont on a besoin pour vivre, et pour vivre dans un rapport au monde qui est aussi un rapport fait d'antagonisme, de lutte, de dialectique. Voilà. Parce que le cinéma, c'est aussi une arme. C'est une arme pour se protéger du monde, pour affronter le monde, pour y retourner comme on y retourne à la bataille. Et ces trois auteurs-là ont été particulièrement importants, et particulièrement Serge Danet, parce qu'il y a aussi la suture avec la question politique. Parce que la suture avec la possibilité de penser le cinéma et penser le cinéma à l'aune aussi de ce qu'il est bouleversé, c'est-à-dire le communisme, comme le communisme qui est la promesse de bouleversement du monde, ça m'a particulièrement frappé. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé voilà, dans le courant de la deuxième moitié des années 90. Et puis ensuite, c'est une relecture infinie et des rencontres, et à chaque fois des promesses que le monde recommence, comme il a recommencé quand j'étais en 2014. C'est ça. Il y a comment dire il y a comme ça, ce qui est intéressant
moi, ça fait pendant plus de 22 ans que je fais de la critique de cinéma et je suis passé par toutes les strates de la critique de cinéma, c'est-à-dire la radio, si tant est, on peut dire, est-ce qu'on peut en faire de la critique de cinéma à la radio via des émissions? Oui, effectivement, on peut. Oui, surtout d'ailleurs. Il y a aussi la presse écrite, et Internet, et toujours avec le stylo ou avec l'ordinateur. Et aujourd'hui, avec cette chaîne YouTube, Microciné, d'ailleurs, j'ai posé la question à Arnaud Vivian. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que Serge Danet, s'il avait été encore vivant, est-ce qu'il aurait créé sa propre chaîne YouTube? Je réponds pas, hein, je te laisse découvrir sa réponse. Mais ma question n'est pas anodine. Hein. Elle a vraiment, je pense, j'espère un sens. En tout cas, sa réponse, tu verras, elle a aussi un sens. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Microciné, je m'aperçois que je ne veux pas faire ce que j'ai fait en 22 ans, à savoir ce que font beaucoup de youtubeurs, ce qu'ils appellent des critiques à chaud. Ils sont face caméra et ils parlent. Ils parlent. Et ça, je ne veux pas le faire seul, en fait. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de plusieurs personnes pour pouvoir parler d'un film ou d'un auteur ou d'un geste cinématographique ou d'un critique de cinéma par exemple. Et je me suis aperçu qu'en fait, tout ce que j'ai amassé d'expérience en 22 ans, ce que je garde uniquement aujourd'hui, c'est pas l'écrit, c'est la parole. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Et comme j'ai les moyens de ma politique, comme je ne dépends plus d'une rédaction ou de la tension, de la pression du rédacteur en chef, je fais ce que je veux. Donc, ce que je fais, et comme je fais ce que je veux, pour moi, la critique de cinéma passe uniquement, au bout de 22 ans, rien que pour moi, par la parole. Et j'ai besoin, si je veux parler de Guy Gilles, de demander à quelqu'un d'être avec moi pour parler avec lui. Et surtout pour l'écouter. Si j'ai besoin de parler de Serge Danet, autant Serge Danet, je maîtrise bien dans le sens où je connais bien ce qu'il a écrit, je pourrais en parler face cam, mais je sens que ça ne va pas. Et en même temps, c'est ce que disait Danet. Il disait, il y a plusieurs types de cinéphiles, et à un moment ou à un autre, ces gens-là voient un film, et après, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ne veulent pas parler, mais il y en a qui veulent parler. Et il y en a après qui écrivent. Moi, je suis revenu en arrière, je reste à l'oral. Pourquoi je parle de cela? Parce que toi, je t'ai connu surtout, je t'ai beaucoup plus connu d'abord par l'oralité que par l'écriture. Et après, bien évidemment, par l'écriture. Et pourquoi tu es là, toi, et pourquoi on parle de Serge Danet, c'est parce que quand je t'entends parler d'un film ou de quelque chose, j'ai cette impression, comme si j'entendais Serge Danet à la radio, j'ai l'impression que tu es en train de me parler à moi, rien qu'à moi dans le public, qu'on est dans une pièce, et on se retrouve tous les deux, et tu es en train de me dire quelque chose. Et là où je veux en venir, c'est que parler d'un film, c'est aussi dire à quelqu'un, premièrement, viens me voir, deuxièmement, écoute ce que j'ai à te dire, et troisièmement, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et pour moi, c'est ça l'essence même de la critique de cinéma. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas ensuite l'écriture. Ça n'existe pas. Et là où je vais en venir aussi, je vais en venir sur pas mal de choses, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, il y a pas mal de temps déjà, et j'en avais parlé avec François Bégodeau quand je l'avais interviewé, qu'il y a des articles brillantissimes de critique de cinéma, mais brillantissimes. Mais il manque quelque chose. Et il manque, je pense, ce que je viens de te dire, à savoir cette idée que je vais te parler d'un film et que j'ai besoin de t'en parler. J'ai besoin que toi, tu existes pour que je puisse t'en parler du film. Et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Alors déjà, du coup, à l'aune de ce que Danet a pensé, de la manière dont, par exemple, il insistait sur dire que qu'est-ce que c'est que le cinéma? Le cinéma, c'est un objet d'amour, mais pour autant, il me donne le monde tel que le monde ne se réduit pas simplement aux places toujours déjà données du social, marquant cette distinction-là, qui est une distinction d'ailleurs tout à fait discutable, qui est tout à fait valable dans le roman mythique que Danet a écrit en écrivant au sujet du cinéma. La différence entre le monde et la société, on se dit bien que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais on entend en tout cas ce que ça veut dire, c'est que le monde est plus vaste que la société. En tout cas, il y a d'autres places qui existent que simplement la place que j'occupe, qui m'a toujours été déjà donnée par la grande distribution sociale, voilà, telle qu'elle fonctionne. Le cinéma dit qu'il y a d'autres places, qu'on peut se déplacer et qu'on peut changer de place aussi.
sans pour autant occuper une place qui ne serait pas la sienne, il parlait à la place des autres. C'est évidemment très très important. Il y a d'autres places, que les images sont mobiles, parce que nous sommes aussi mobiles, nous, d'une certaine manière. Et si on cède sur cette mobilité-là, bon, voilà, c'est la réassimilation, c'est l'assimilation à résidence, c'est la reterritorialisation, et c'est tout ce qui nous accable aujourd'hui particulièrement. Donc ça, effectivement, Danet a particulièrement incarné ça. Et en y repensant, je me dis que, pardon, ce que tu fais, toi, sur YouTube, là, finalement, j'ai vu Sort de sang là, de Palma hier soir. Ouais. Je me dis, tiens, c'est une espèce de split screen, en fait. C'est de fait, c'est un split screen. L'écran est divisé en deux. Et finalement, tu as encore besoin, dans cette pratique-là, de l'autre. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Finalement, tu fais du chant contre chant. Voilà. Tu fais du chant contre chant. C'est-à-dire le chant contre chant au sens fort, dialectique du terme, c'est-à-dire tel qu'il existe de manière au cinéma très minoritaire. Le chant contre chant, ce n'est que chez les dialecticiens qu'il existe. C'est chez Jean-Louis Godard qu'il existe. C'est chez Jean-Marie Straub qu'il existe. Chez quelques autres qu'il existe. Il n'existe pas dans le cinéma où le chant contre chant, c'est toujours la même image, en fait, qui se regarde dans un miroir de manière infinie. Là, c'est du chant contre chant parce que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Et l'image, si c'est une image, pour Serge Danet, c'est-à-dire si c'est un plan et pas simplement une image qui risque de devenir de l'imagerie, c'est parce qu'elle est l'indice qu'il y a autre chose, qu'il y a un monde, que l'image ne se boucle pas sur elle-même, que l'objet de l'image, ce n'est pas l'image pour elle-même parce que ça devient le poster, c'est l'image en tant qu'elle est la garde de l'indice qu'il y a autre chose, qu'il y a du hors-champ, qu'il y a du monde, qu'il y a de l'inconscient, qu'il y a de l'altérité, qu'il y a de l'hétérogénéité, que l'image ne suffit pas. Pas d'image juste une image, parce que les images, on en a besoin pour autant qu'elles font jonction, conjonction, disjonction, et c'est là qu'on dialectise, et c'est là qu'on pense. On ne pense pas en regardant une image et une seule, on pense parce qu'il y a des images, et qu'il y a des chemins, et des sentiers qui bifurquent entre ces images-là. Et c'est comme ça que ce sont des plans, voilà, parce que ces images-là ne suffisent pas par elles-mêmes, comme si on allait, voilà, se suffisait de les exposer, de les regarder de manière un peu béate. Sinon, on tombe dans la bigoterie. C'est ce que dit Danet, on tombe dans la bigoterie si on regarde le poster et on est fasciné par ça. Non, on pense. Et penser, c'est entre. On sait qu'il y a du blanc parce qu'il y a de l'entre. Et s'il y a de l'entre, il y a de l'autre. Donc ce que tu fais, toi, avec la suture, là, sans contre sang, c'est que tu crois encore qu'il y a de l'autre. Tu penses qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui peut te dire quelque chose, et peut-être que s'il peut te dire quelque chose à toi, il peut le dire à quelqu'un d'autre. Et de ce point de vue-là, tu joues le rôle de passeur. Tu fais passer par-delà la frontière là, de la suture là, de l'écran. Et il y a du chant contre chant, parce qu'il y a du frottement, il y a de la friction, on n'est pas d'accord, il y a de l'antagonisme, et puis on resymbolise tout ça, on tisse des lignes de fuite, on affronte des lignes de faille aussi, on affronte des divisions. La modernité, c'est ça, c'est qu'il y a eu des cassures, et le cinéma n'a pas tourné le dos à ces cassures, le cinéma n'a pas à les escamoter, à faire spectacle de cet escamotage, il faut affronter les failles. Ça a été le destin du cinéma, et lui, et c'est pour ça peut-être que pourquoi lui et pas d'autres, pourquoi lui et pas Michel Simon. Michel Simon, c'est parce qu'il a énormément travaillé. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne soulève pas d'enthousiasme? Et c'est parce que Danet, il s'est colté à cette question, mais très épidermiquement, très charnellement, à un certain du cinéma qui s'est appelé la modernité, qui s'est affronté à des grandes questions dans les années 60 et 70, notamment qui sont celles de l'organisation politique du monde, qui sont des questions qui ont abouti à une impasse, qu'il fallait quand même continuer, qu'il ne fallait pas céder, y compris sur les idées qu'on peut avoir de vivre une vie qui soit un peu plus vivable que simplement une grande décharge publique à ciel ouvert, et finalement dont la télévision est devenue la grande échangeuse, la grande organisatrice, et de ne pas céder là-dessus, parce que le cinéma, à un moment donné, s'est relevé avec le néoréalisme, avec Roberto Rossellini, s'est relevé à relever sa dignité de ses compromissions avec des pouvoirs totalitaires. C'est ça qui est beau chez Danet, c'est qu'il a assumé, il a incarné un destin, qui est celui de cette histoire-là du cinéma. Le cinéma s'est compromis avec les appareils marchands et totalitaires dans les années 30. Ça a donné des désastres affreux, face auxquels la seule relève possible, c'est à un moment donné incarné dans un nom, Rossellini, et un film, Rome ville ouverte. Année 1944, naissance de Serge Danet, évidemment, le roman, le mythe que Danet a écrit, évidemment, il a besoin de s'articuler à des dates, et c'est 1944.
bon, on peut considérer que cette affaire est pliée et qu'aujourd'hui, maintenant, on a affaire qu'à des films dont on aime parler, au sujet desquels on a des opinions. On va dire, selon la phraséologie que tu me rappelles, face cam. Mais face cam, on est tout seul. Face cam, on est tout seul. Je veux dire, la question, c'est pas justement de faire que, par exemple, la critique de cinéma, ce soit à faire un tour dans la chambre d'un adolescent qui nous montre ses posters, ses Marvel, ses joujoux, ses jouets de son temps d'adolescence et ses posters, et qui nous fasse écouter sa playlist. C'est pas très intéressant de rentrer dans la chambre d'un adolescent. Ce qui est intéressant, c'est de discuter avec lui. Et c'est de renouer avec son enfance pour essayer quand même d'être un tout petit peu adulte. Hein, parce que de ne pas céder sur son enfance, c'est comme ça qu'on est adulte, c'est comme ça qu'on affronte un tout petit peu le monde. Si on se retourne simplement sur sa chambre d'adolescent et qu'on se masturbe face caméra à se faire plaisir, on n'affronte pas le monde. C'est-à-dire ce qui est hétérogène, ce qui est compliqué, ce qui est divisé, ce qui est conflictuel, le réel, les gens, à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube qui serait dédiée, par exemple, au cinéma documentaire d'une part, et au cinéma documentaire tel qu'il se fabrique, allez, au hasard en Algérie? Intéressant, ça. Parce que là, il se passe des choses. Parce que là, les gens y vivent, et ils ont un autre visage. Ils n'ont pas le visage qu'ils ont dans les reportages ou dans le tout venant audiovisuel. C'est là qu'on dit que le cinéma a encore une part à jouer, à rendre le monde vivable, et pas à accentuer sa propension à devenir immonde. Parce que le monde devient immonde aujourd'hui. Et pire encore qu'à l'époque où Serge Danet en parlait. Quand on relit les derniers textes de Serge Danet, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du retour du refoulé pétainiste, du retour de Vichy, qui n'est plus simplement l'affaire de la nouvelle qualité française, mais au-delà. Mais par exemple, une trajectoire, Claude Autant-Lara, héros de la qualité française, représentant politique du Front National dans les années 80, une trajectoire, une vie, un symptôme et plus que ça. Danet parle du pétainisme et du vichisme à la fin des années 80. Mais on est en 2021, c'est plus accentué que jamais cette histoire-là. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de cinéma et que quand on fait ce travail critique, c'est-à-dire parler, tu as raison, et parler avec d'autres que soi, tant qu'à faire, pas se parler face à une caméra, parce que quand on parler face à une caméra, il n'y a personne derrière la caméra. Je veux dire, c'est comme il faut se le dire. Qui est derrière la caméra? Personne. Personne ne regarde. C'est un flux, c'est une information donnée sur un certain état de la technologie actuelle. Quand on parle, on a besoin d'être deux. Quand on est deux, on dialectise, on se confronte, on essaie de tracer des lignes de faille et de voir comment on peut se rejoindre malgré tout. Et puis, effectivement, c'était le trépied pour voyager, hein, pour se poser, pour voyager, comme le disait Danet, voir, écrire, parler. D'ailleurs, à Béjaïa, en 2014, on avait ajouté lire, montrer, accompagner. On avait dit, voilà, il faut écrire, mais parce qu'il faut lire, il faut voir, il faut montrer, il faut accompagner aussi les films, et pas simplement parler à leur sujet. Et évidemment, c'est ce qu'il a fait une bonne partie de sa vie. Et effectivement, la question de l'écriture est fondamentale. Enfin, ça, après, je te dis ça aussi parce que tu as quand même beaucoup écrit et tu n'as pas rien écrit, parce que, par exemple, sur le cinéma algérien ou le jeune cinéma algérien, ou ce qui s'est passé en tout cas dans les 10-15 dernières années en Algérie, ça s'est très peu écrit finalement. Sinon, par toi, quand on regarde un petit peu ce qui s'est écrit, ou à un moment donné, quelqu'un se dit, tiens, je vais faire un état des lieux, je vais donner des noms. C'est pas une liste de délation, c'est faire une carte. C'est dresser une cartographie. Il y a des noms, il y a des jeunes, ils ont fait un court-métrage, du court-métrage et tout ça, mais personne d'autre ne l'a fait que toi. Alors, quand je te dis ça, c'est pas évidemment simplement pour te serrer la main et te reconnaître comme un des nôtres, quoique il y a quelque chose aussi de cela. Ce que ça veut dire, c'est que tu as fait ton travail. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est pas simplement s'exhiber devant une caméra derrière laquelle il n'y a personne, enregistrer du flux et faire un état des lieux de sa chambre d'adolescent. Il faut travailler, et travailler, c'est le monde. Sinon, si on ne pense pas, le monde pense moins, devient de plus en plus imbécile, et c'est accablant pour le cinéma aujourd'hui. Il y a moins de cinéma aujourd'hui. La mort du cinéma, le cinéma est encore plus mort aujourd'hui qu'à l'époque où Serge Danet en parlait. Les films aujourd'hui qui comptent sont de plus en plus rares. C'est-à-dire ces films qui se coltinent avec la question de l'altérité, de l'hétérogénéité, du montage, de la pensée, de la conjonction, de disjonction, de la suture, du rapport, de créer des rapports là où il n'y en avait pas, de créer des rapports là où il n'y en avait pas. C'est ça le cinéma, c'est pour ça qu'on aime le cinéma, c'est pour ça qu'on se souvient du cinéma, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là. C'est pas pour fétichiser le cinéma, c'est pas pour entretenir une bigoterie
qui fait qu'on n'a pas le droit de dire du mal, on ne peut dire que du bien d'eux, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, on pourrait faire là, il y a plein de choses au sujet desquelles je ne suis pas d'accord concernant ce que raconte Serge Danet. Par exemple, Serge Danet, il a une très bête, je comprends d'où ça vient, mais très bête, non critique, une détestation de la sociologie. Vraiment, mais ça revient. Ah oui, ce qu'il dit sur... Ce qu'il dit par exemple... Ah oui, c'est... C'est bête. C'est l'ennemi. C'est même l'ennemi d'ailleurs. C'est même... C'est l'ennemi. Voilà, Bourdieu, c'est l'ennemi. Alors, voilà, je comprends ça, pour terminer juste peut-être sur ce point, parce que cette critique-là, elle a été plus développée par Jacques Rancière, et je pense que pour comprendre aussi peut-être les choses de la trajectoire de Serge Danet, on peut aussi s'intéresser à celle de Jacques Rancière, qui travaille aussi à Trafic, enfin, qui a beaucoup écrit sur le cinéma, qui est un peu de la même génération que Serge Danet. Ils se sont évidemment rencontrés, ils ont discuté, il y a des choses de la philosophie de Rancière qui est passée dans le travail de Danet, ils ont des trajectoires, ils sont aussi des cinéphiles, enfin, et Rancière a aussi une détestation profonde de la sociologie, parce que la sociologie, c'est un peu la science du social en tant qu'il nous domine. Et c'est la science qui vient nous expliquer pourquoi nous sommes dominés d'une certaine manière. Bon, sauf qu'on a quand même besoin de la sociologie pour précisément savoir ce qu'on peut faire et quelle marge de manœuvre on a par rapport au social. Le social, c'est pas simplement une grande machine de distribution des places. Le social aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, par exemple, voilà, ça, quand je dis ça, d'un côté, je vois que Serge Danet dit que Pierre Bourdieu, c'est l'horreur, alors que Bourdieu, elle a aussi une force d'émancipation très très grande, et qu'il a exercé notamment sur moi. Et d'autre part, il le dit, mais en citant des penseurs aussi abscons que Michel Maffezoli ou Gilles Lipovetsky, qui sont vraiment des sociologues de seconde zone. Là, je me dis qu'il est victime de son époque, comme on l'est tous. Bon, mais voilà, c'est pas le tout de Serge Danet. Mais Serge Danet, il a droit aussi d'être critiqué, parce que terminer sur un mot, c'est la critique. Il ne faut absolument pas lâcher sur ce terme. Ce critique, ça ne veut pas dire du bien ou du mal des films, ça ne veut pas dire distribuer des bons ou des mauvais points. C'est-à-dire, quel est le rapport fort que ce film entretient avec le monde? Qu'est-ce qui fait que dans ce film, ça ne marche pas, qu'il ne marche pas dans le monde? Qu'est-ce qui fait que dans ce film, ça fonctionne, et que ça fonctionne dans mon rapport au monde? Je veux dire, c'est vital. Hein. Si on ne fait pas ce travail-là, on s'effondre, et le monde s'effondre avec nous. Hein. C'est tenir au monde, tenir au cinéma, qui, parce qu'il a été l'art du siècle, a aussi pensé le siècle. D'une certaine manière, on n'est toujours pas sorti du XXe siècle. Parce qu'on n'est pas sorti ni du totalitarisme, ni du goulag, ni du camp. Parce que tout ça est là où tout ça revient très fort. Le 29 juin 1992, j'allais avoir 16 ans. Et là, je viens de me rendre compte que le 29 juin 1992, c'est 17 jours après le 12 juin. Et le 12 juin, c'est la date où meurt Danet de la maladie du sida. Et 17 jours plus tard, j'étais dans le salon familial. Je crois que je t'ai raconté cette anecdote. J'étais dans le salon familial. Et c'est dingue, je viens de me rendre compte quand même, ce que je vais te raconter, en fait, c'est 15 jours après la mort de Danet. Et c'est aujourd'hui, je m'en rends compte là, maintenant. Donc c'est un peu perturbant. Surtout par rapport à ce que je vais te raconter. Et cet après-midi-là, j'étais avec ma maman qui regardait un épisode de Côte Ouest. Je crois que je regardais aussi, hein, ça c'est pas un problème. Et qu'est-ce que tu veux, quand t'as 15 ans, tu t'ennuies, tu regardes un épisode de Côte Ouest. Et à ce moment-là, Côte Ouest, la série est interrompue par un flash spécial. Non, c'est pas interrompu. Il y a une espèce de bannière comme ça qui passe, c'était sur TF1, et qui annonce la mort par assassinat du président Boutiaf, président algérien de l'époque. Et c'est plus tard qu'on verra les images. Et on nous dit que le président a été tué en direct. Et donc on voit cela, et à cette époque-là, moi je suis très perturbé par ça, parce que déjà ma mère est horrifiée par ce qu'elle entend. Moi à cette époque-là, je pense que l'Algérie, j'en avais strictement rien à foutre. Je préfère utiliser ces termes grossiers pour vraiment expliquer la distance que j'avais avec mes origines. Et pourquoi aussi, en lisant d'années plus tard et en voyant des films algériens, cette distance s'est rapprochée, et c'est par le cinéma qui me promettait quelque chose que j'ai pu comprendre aussi d'où je venais. Ça, je crois que c'est très important pour moi, et c'est aussi pour cela que je ne suis pas insensible aux articles à la pensée de Serge Danet sur comment le cinéma regarde le monde. Et donc, voyant le visage horrifié de ma mère, je comprends que quelque chose a eu lieu qui est pas commun, qui est tragique. Et puis, on découvre, comme tout le monde, ces images, et on voit, tout le monde voit, mais on voit sans avoir vu qu'il y a un plan qui manque. Il y a un plan qui manque. C'est-à-dire qu'on voit bien,
Et même Malek Bensmaï plus tard me dira qu'effectivement ce plan manque. Et ce plan, je l'ai essayé de le chercher et je ne l'ai jamais trouvé. Et il existe, mais on le trouvera jamais parce qu'il a été sucré par ce qu'on appelait à l'époque les autorités. Pour ne pas montrer cet assassinat réellement en direct. Il y a quelque chose qui a tiré, ou plusieurs personnes qui ont tiré, et on voit la mort de Boudiaf. Donc ce plan manque. Et ça m'avait marqué à l'époque, et beaucoup plus tard, quand j'ai commencé effectivement à travailler sur ce matériel qui est le cinéma, le jeune, ou du cinéma algérien, je sais pas, en tout cas, ces nouveaux films qui venaient comme ça de ce pays, j'y ai vu une corrélation avec ce plan qui manque, et je me disais qu'il y a moi en tout cas, j'ai toujours voulu chercher ce plan et je l'ai cherché à travers inconsciemment les films de cette génération qui étaient un peu la mienne aussi. Et je me disais, tiens, naïvement, ils sont comme moi, ils cherchent ce plan. Quand on est dans une théorie, on est comme ça et on n'écoute pas ce que les autres te disent. Et puis tu vieillis, tu t'aperçois que c'est pas vraiment ça, mais par contre, il faut rester à la base, c'est-à-dire toi. Tu voyais dans ces films, finalement, le plan que tu voulais voir au départ, il y a plus de cela. Pourquoi je te parle de cela? Parce que ça me rappelle ce papier fascinant qu'il avait écrit, je crois que c'est son dernier papier, dans lequel il dit à la fin qu'il promet de voir Bambi et Le jour se lève, et je ne sais plus quel autre film, où il parle de Capot, le travail de Capot, et il explique que, film qu'il n'a jamais vu de sa vie d'ailleurs, et il explique que dans le film Capot de Giulio Pontecorvo, il y a ce fameux travelling que fait le réalisateur italien pour bien cadrer, marquer la mort de l'actrice principale. Et ensuite, il renvoie cela, dans le même article, des décennies plus tard, au clip qui avait été réalisé par tous ces chanteurs américains contre la faim dans l'Éthiopie. Et il expliquait qu'à ce moment-là, il y a le technicien qui est en train de faire des zooms et qu'on est encore dans la dégueulasserie totale et que ça n'a pas changé. Pourquoi je parle de cela? J'aurais pu parler aussi de la mort de Ceausescu que j'ai vécu, moi, en tant qu'enfant, que j'ai vu comme n'importe quel enfant, je pense. Mon père était à côté de moi et mon père aurait pu me dire « va dormir, se fait tard ». Mais lui, il était tellement happé par cette grande histoire qui est en mouvement et orchestrée par la télévision entre parenthèses, et il ne voyait pas que son fils était à côté de lui et que lui aussi il découvrait la grande histoire en mouvement. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que, et ça rejoint ta proposition, c'est que là, pour le coup, Dadé questionnait effectivement le cinéma comme un art du présent, mais il y avait toujours une connexion aussi avec ce que raconte la grande histoire. Et que le cinéma doit être aussi un vecteur de sismographie. Il doit raconter la grande histoire. Et le discours qu'il fait aux Galeries du Jeu de Paume quelques semaines avant de mourir, il dit, en gros, il y a des endroits où le cinéma était là et on a pu voir un peu ce que c'était tel pays, et puis il y a des endroits où on ne sait pas. Les Malouines, il dit, il n'y a pas de cinéma. Le cinéma n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire de cela maintenant? Et pourquoi, voilà. C'est pour ça que je te cite tous ces exemples qui me sont proches, pour aussi te parler de ça, de cet aspect-là de Dané qui, moi, que je trouve, là, pour le coup, extrêmement fondamental. Oui, là c'est un chantier, hein. Vraiment, là, ouais. C'est une vie, et c'est quelque chose aussi de ta propre trajectoire que j'entends, que je reconnais, et je me dis oui, que tu trouves forcément Dané des ressources pour tes propres explorations. Et là, déjà, je me dis, tiens, là, allez, jouons du champ contre champ par rapport à deux éléments dont tu parles. L'absence, c'est ce fameux plan qui manque dans l'assassinat de Boudiaf, la retransmission télévisée de cet assassinat et l'image qui manque après. Et de l'autre, l'image qui ne manque pas du jugement de Ceausescu dans cette salle de classe et son exécution. Et dans les deux cas, c'est terrible. On a une image qui manque et dont on se dit que si elle était là, peut-être qu'elle nous indiquerait comme le début d'un élément de preuve contre les auteurs de l'assassinat de Boudiaf. Et que si cette image manque, c'est parce qu'elle est peut-être porteuse de vérité. Et d'ailleurs, tout ça, après tout, peut-être que c'est la scène primitive du nouveau cinéma algérien, cette retransmission télévisée, comme le petit film de Zapruder sur l'assassinat de JFK, serait comme la scène primitive du nouvel Hollywood. On adopte l'hypothèse tout à fait pertinente de Jean-Baptiste Toré. Donc d'une certaine manière, ce serait comme un peu ton hypothèse, et c'est une fiction constituante.
C'est-à-dire qu'elle produit elle-même des effets de vérité. Il ne s'agit pas de savoir si préalablement elle est vraie ou fausse, c'est quel régime de vérité elle va produire. Et qu'effectivement, des images manquent à certains endroits, pour autant qu'elles en appellent d'autres, de fait, qui ne les combleront jamais, qui ne se substitueront jamais à celles qui manquent. Bien évidemment, il ne s'agit pas de substitution, il s'agit d'ouvrir pour qu'il y ait des promesses, pour que ces images qui manquent ne soient pas, d'une certaine manière, un trou noir, mais au contraire un vide susceptible d'accueillir de manière très hospitalière, comme une maison, la possibilité que d'autres après soi viennent et fassent et déposent des images. Le père, pour autant qu'il n'ait pas à sa place. Peut-être que ce père-là, c'est aussi dans le roman dont tu parles, Gaffe. Ce père qui manque à sa place. Ce président qui comptait véritablement s'affronter à la corruption. C'était le premier. Les premiers qui disaient mon ennemi presque c'est la corruption. Voilà. Bon, et qu'il aurait payé très très cher de sa vie. Donc champ contre champ et de l'autre côté, effectivement une image terrible, nulle de la mort de Ceausescu. D'un côté une image qui manque, qui peut susciter des images, et donc des images de cinéma, et de l'autre une image qui est là, et qui devient une espèce de fétiche, de hocher d'ailleurs pour signifier un nouvel âge des démocraties. Hein. La Roumanie, ça y est, devient une démocratie, c'est-à-dire une télédémocratie. C'est le moment où, évidemment, tout va être filmé, mais en fait, rien ne sera vu. Rien véritablement ne sera regardé. Pour comprendre ce qui s'est passé en 1900, au début des années 90 en Roumanie, il faut regarder Vidéogramme d'une révolution, par exemple, d'Armand Farouki, ou plus tard, 12h07 à l'est de Bucarest, le premier film de Corneliu Parumboiu. On se demande si véritablement quelque chose a eu lieu, à part un simulacre télévisuel, voilà. Donc ça, c'est évidemment des questions dont Danet a été le contemporain, et de fait, nous en sommes toujours les contemporains, parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée. La grande hache de l'histoire n'a pas cessé de couper des têtes depuis. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et voilà. Et il y a les voilà. Et puis sous la hache, il y a aussi les herbes, les minuscules. Il faut tenir les deux. Il faut tenir les deux. Et du coup, là, ce qui est certain, en tout cas, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en cinéma ces dernières années, il s'est passé quelque chose de très fort cinématographiquement ces dernières années. Alors je me souviens que Serge Danet, quand il disait pas de cinéma africain, des expériences, l'expérience Chahine, l'expérience Souleymane Cissé, l'expérience Ousmane Sembène, voilà. Ben, il s'est passé des choses de ce registre-là en Algérie, pas qu'en Algérie, mais en Algérie en particulier. L'expérience Tarek Tegia, l'expérience Nariman Mari, l'expérience Karim Moussaoui, l'expérience Lamina Mahodja, l'expérience Nazim Djemai, l'expérience Jamel Karkar, et d'autres, évidemment, très nombreux. Il y a au moins une dizaine de noms de gens qui ont fait des films, qui ont été un peu vus, qui ont dépassé parfois la sphère des festivals, pour certains des distributions en salle, pour d'autres sont allés dans des festivals plus forts, ou des prix internationaux, voilà, reconnaissance évidemment qui portent les films. Et tout ça réuni, ça fait un événement. Et ce qu'on voyait à cet endroit, dans ces films-là, ce que l'on voyait, c'est que l'Algérie, c'est plus grand que ce que nous en racontent les pouvoirs, c'est-à-dire les médias. C'est que l'Algérie, ça ne se réduit pas à un cadre de télévision, c'est immense, c'est un continent qui mérite des épopées, et c'est vécu par des multiplicités, une hétérogénéité de peuples. Chantier A, pour moi, c'est un événement de cinéma. C'est un événement de cinéma. Localisé en Algérie, peu importe. Ce film-là, je suis sûr que dans 10 ans, il aura peut-être la valeur de Rome ville ouverte dans une autre séquence historique. C'est des films vraiment importants, parce qu'à ce moment-là, le pays recommence. C'est-à-dire qu'il renoue avec son enfance. L'enfance, j'ai passé toute ma vie à la reconquérir, disait. Bon, on va aussi au cinéma pour ça, pour un peu mettre de côté l'adolescent sur lequel on a trop tendance à tirer ces derniers temps. On renoue avec notre enfance, c'est avec le possible. Et puis, on s'arme pour l'avenir. Et c'est ce que font ces films-là. Ils ont redécouvert un pays, un continent, comme l'Atlantide. C'est un pays englouti, un continent englouti. Il est désenglouti par ces cinéastes-là. Ils l'ont arpenté, ils ont été des marcheurs, ils ont été des nomades. Ils ont été extrêmement nomadisés, ils ont voyagé. Ils ont rendu compte de formes de vie multiples et hétérogènes, et d'un peuple tellement vivant que cette vie-là allait à l'encontre de cette rengaine pénible qu'on n'a pas cessé de suriner, un peuple zombie qui est éternellement convalescent de son histoire, guerre d'indépendance,
fin de l'État autoritaire, guerre civile, etc., etc. Non, pays jeune, pays vivant, pays de gens qui ne font pas que survivre, mais qui inventent des formes de vie. Quand le Irak est arrivé, quel enthousiasme, évidemment, nous avons tous ressenti, et en même temps, on n'arrêtait pas de se dire, mais c'était là dans les films déjà. Les films n'ont pas cessé d'en témoigner. Alors, un élément fondamental, c'est que c'est des films qui ne cèdent pas sur la part documentaire du cinéma, de l'enregistrement de la réalité. Ce sont tous des petits héritiers de Roberto Rossellini, ces cinéastes-là. Tous, ils ont refait d'une certaine manière Païsa. Tous leurs films, c'est Païsa. C'est Païsa en Algérie, avec le petit enfant, avec la vieille dame, avec l'ingénieur qui a préféré rester au pays, même pauvre, parce qu'il était fier de son pays, avec la petite placette Messonnier, avec ces grands territoires vastes aux confins de l'Afrique. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas cédé sur la part d'enregistrement documentaire, c'est-à-dire que le cinéma peut témoigner du monde tel qu'il va, plus ou moins bien, il en témoigne, et en portant témoignage, il est garant de la dignité des sujets qui sont filmés. Et c'est la nôtre qui nous est restituée. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est des questions dont j'aimerais que les youtubeurs prennent un tout petit peu conscience à quel point elles nous importent aujourd'hui. Parce que c'est des questions comme ça qu'il faut se poser si on n'a pas envie de mourir. Quand on va au cinéma, hein, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'on est soustrait du monde, enfin, le temps de la projection, de la diffusion, évidemment, la vie s'arrête, hein, on est entièrement dédié au film, et puis une fois que c'est fini, eh bien, on revient au monde et on est plus en douleur aussi de ce qu'on a vu. Désarmé par la force du film, et réarmé pour pouvoir affronter ensuite le monde. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'années, ça n'est que ça. Et même quand il consacre des dizaines de pages au Grand Bleu du Besson, c'est pas simplement pour dire que c'est nul, que c'est bête, parce que lui est tellement plus intelligent, parce qu'il aime les plus grands artistes que Luc Besson. Pas du tout. C'est qu'il voit d'une certaine manière le mal, je veux dire, avec un grand M, enfin, c'est pas métaphysique. Et genre, quelque chose là arrive au cinéma, au monde, dans le rapport que le cinéma entretient avec le monde. Le monde, c'est fini. Le monde, dans le Grand Bleu, c'est terminé. Dans l'eau, il n'y a plus rien. Il y a un vague dauphin, et puis tout est dépeuplé. Et puis, on s'en fiche de la surface, finalement. On s'en fiche de la copine, qui a une histoire d'amour. On s'en fiche du rival ou du vieux pote. Ce qu'on veut, c'est aller tout au fond de l'eau, parce que tout au fond, c'est tout noir. Quelle est la question, là, du monde qui se joue à cet endroit-là du Grand Bleu? Sinon, effectivement, le Grand Bleu, c'est le grand saut non pas dans l'inconnu, mais le grand saut dans le néant. Et qu'il y a une volonté de néant, là, qui est embrassée, célébrée, vectorisée, avec de belles images publicitaires. Je veux dire, c'est pas rien, un film comme ça. C'est pas rien, dans les années 80, qu'on nous dise, bon, bah, maintenant, notre désir à nous, c'est de rendre publicitaire notre volonté de néant. La volonté de néant, aujourd'hui, elle est partout. Bon, c'est pas plus fort que Luc Besson. Luc Besson, il a voulu faire un coup. Il l'a fait avec un certain brio technique, d'ailleurs. Il faut voir là qu'il y a un symptôme très, très grand et qui mérite une réflexion aussi importante quand on a affaire à un film bien fichu, culturellement tout à fait légitime, qui va s'appuyer sur sur une adaptation littéraire, peu importe, et souvent moins intéressant. En gros, les années 80 pour Serge Danet, c'est Le Grand Bleu et Palombe à la Rossa. Ouais. On va tout au fond, il n'y a rien sinon notre propre néant, ou bien on reste à la surface, et il y a les autres avec lesquels je dois jouer quand même encore un jeu, avec lesquels je suis engagé à jouer encore une partie, même si on va me donner des coups de coude et je vais prendre le ballon dans la gueule. Mais je vais rester quand même à la surface, parce que je n'ai pas envie de couler. Ou je choisis de couler, de disparaître dans le noir le plus absolu, ou bien je reste à la surface, parce que j'ai encore le souci de l'autre. Magnifique cette dialectisation, ce champ contre champ. Il fallait aussi mettre des soins à cet endroit-là, pas simplement le faiseur d'un bon coup, quelqu'un qui a fait le film d'une génération, mais quelqu'un qui, à un moment donné, fait un cinéma qui est déjà plus le cinéma qu'on a aimé, parce que ce cinéma-là n'a plus de compte à rendre avec le réel. Le réel, c'est fini. Il n'y a même plus le deuil de ça. C'est pour ça que c'est des films aussi délirants, d'une certaine manière, aussi autistes, aussi fous. Il y a une démence du cinéma de Luc Besson. Et le problème, c'est que la démence, on ne peut pas la supporter. On ne peut pas la supporter dès lors qu'à un moment donné, il faut quand même sortir de sa chambre d'adolescent, sortir de son face cam, prendre l'escalier, affronter la rue et devoir retourner au turban, crise sanitaire ou pas. Et à un moment donné, on se dit, c'est quel film va pouvoir m'aider là? Quel film va pouvoir m'aider à affronter un tout petit peu le réel? C'est-à-dire mon collègue de boulot, mon patron, la personne qui marche sur le pied dans les transports en commun. Bon, je veux dire, à la chambre d'adolescence, ça ne suffit pas. Parce que le monde n'est jamais suffisant, parce qu'on n'en finira jamais du monde. Voilà.
parce qu'on n'en finira jamais de l'idée que le monde, c'est pas simplement une décharge, c'est pas simplement le lieu où on dépose nos petits déchets radioactifs personnels. C'est plus grand que ça, quand même. Et c'est ce qui s'est passé dans ces films algériens. Extraordinaire. Ça, c'est un événement pour le cinéma mondial. Et je ne sais pas si ces réalisateurs et ces réalisatrices ont lu Serge Lanet. Probablement qu'ils l'ont lu, on est de la même génération. Mais c'est complètement passé dedans. En tout cas, ils s'inscrivent en retrouvant l'Algérie, en lui redonnant une force cinématographique. Ils la font exister comme un pays très fort sur le plan mondial, comme le Portugal a été très fort parce qu'il y a Manuel de Oliveira, João César Monteiro, tout petit pays en bout de table de l'Europe, immense pays en cinéma parce qu'il y a trois ou quatre polémiques. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Ouais. Voilà. Et en même temps, ces réalisateurs et réalisatrices algériennes, ce qu'ils font, c'est qu'ils réinscrivent l'Algérie dans l'histoire du cinéma, qui est aussi l'histoire du XXe siècle, et comment aussi elle a été l'histoire des utopies. Trahir, recommencer, trahir à nouveau, relancer une nouvelle fois, parce qu'on n'en finit pas de vouloir vivre une vie digne. Et voilà, et ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé aussi en Iran, d'une certaine manière, de façon des années 80, ou à Taïwan. À un moment donné, un groupe de jeunes, qui se connaissent plus ou moins, de gens qui se croisent, et ils sentent bien que ce qu'il en va de leur vie, c'est le rapport qu'ils entretiennent avec le cinéma et le monde comme un rapport de désir très fort. Le dernier film en date, pour finir là-dessus, tu en as parlé avec son auteur, c'est Abou Layla. Ce que je trouve formidable dans un film comme Abou Layla, qui est un film de fiction, là, mais un film extrêmement enroulé autour du désir de celui qui l'a fait de passer et sur le cinéma, un cinéma qu'il aime beaucoup, mais en même temps aussi sur l'histoire dont il hérite, et c'est de l'Algérie des années 90-2000, c'est de comprendre très précisément que la guerre civile, si elle est civile, c'est qu'elle a lieu partout, dans tous les foyers. La guerre civile, c'est celle qui commence à la maison, entre le frère et le frère, entre les enfants et les parents. La guerre civile. Quand on termine la guerre civile, c'est une décision qui doit être aussi personnelle. C'est pas simplement laisser au chef d'État ou au chef de guerre signer un bout de parchemin pour convenir que la guerre est finie. C'est décider soi qu'elle se termine. C'est prendre une décision forte. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, voilà quelqu'un, voilà un réalisateur qui vient après cette séquence, mais dont il sait qu'il l'hérite, il en hérite et sans testament, c'est un héritage précédé par aucun testament, eh bien il doit lui aussi mettre un terme à la guerre, il doit dire, ici, la guerre est finie. Abou Layla, c'est un film qui dit, moi, là, la guerre est finie à cet endroit-là. C'est un geste politique, mais qu'on ne voit même pas en France, je veux dire, ou dans d'autres pays, qui considèrent que d'une certaine manière, pour eux, l'histoire est finie, alors que l'histoire continue. Et elle est en train d'être réécrite aujourd'hui, l'histoire, par des gens qui sont particulièrement belliqueux. Ben voilà un cinéaste en Algérie qui dit, à un moment donné, il faut comprendre que c'est à soi aussi de porter la décision que ici, la guerre est finie. Et il faut faire un film. Il faut faire un film de cinéma. Il faut, du coup, suturer et le cinéma, et le pays, et l'histoire dont on hérite. Bon, je veux dire, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de désir, et un goût du monde. Et y compris de la réalité du monde et de sa réalité impure, hétérogène. Il ne faut pas lâcher là-dessus, et c'est parce que l'année n'a pas lâché là-dessus jusqu'au bout, qui nous est extrêmement précieux aujourd'hui. Dernière question. On va parler d'un film extrêmement important, fondamental, et qui, bizarrement, n'a jamais été critiqué, entre parenthèses, il n'y a jamais réellement eu d'article sur ce film-là, par d'année. À part une émission de radio dans laquelle il a parlé de ce film avec d'autres personnes qui dirigeaient un ouvrage collectif. Le film, c'est Shoah, de Claude Lanzmann. Autant je m'en souviens, j'ai cherché, on a tous cherché, tout le monde, il n'y a jamais eu un article écrit sur Shoah par Serge Danet. Et c'est très 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 paradoxal, surtout quand on connaît bien l'œuvre de Danet et les questionnements de Danet. Alors, avant de te poser la question, juste revenir sur un truc. On sait qu'au début des années 90, Danet et Elias Sambar se sont rencontrés pour un documentaire, une espèce de documentaire réalisé par Simone Bitton. Ça s'est passé à Bastille, et ils se sont rencontrés, ils ont discuté ensemble, il y a une conversation, ils se connaissaient pas mal, je veux dire, il n'y a pas de souci à cela. Et à un moment, Elias Sambar alors l'idée, c'était de montrer que chacun venait avec des photos, et des photos qui étaient liées à quelque chose de très personnel, mais qui avait aussi une connexion avec la grande histoire. Tu connais parfaitement le film, tu as lu tout cela, et à un moment, Elias Sambar montre une photo, ou plutôt deux photos,
d'un ami à lui, décédé, un militaire libanais. Et il dit, voilà, il dit à Dané, tu vois, sur cette photo, il est là, et dans l'autre photo, il n'y est pas, parce qu'à ce moment-là, il prend la photo. Et donc, il dit, et Yasson Bar dit, tu vois, pour moi, la mort, c'est ça. C'est ça, c'est le fait que on sait qu'il est sur cette photo, et dans l'autre photo, il n'y est pas. Il disait, pour moi, ça, c'est ça, la photo de la mort. Je trouve cet exemple juste fascinant. Petit 1. Petit 2, Dané, l'histoire du père, il ne l'a jamais connu. Il imagine que son père est mort dans un camp de concentration. Son père était juif, si je ne me trompe pas. Et quand il était gosse, il se disait peut-être qu'un jour je trouverai mon père dans un film, parce qu'il jouait des personnages comme ça dans des films, d'où Abouna, d'où le film de Mohamed Saleh Raoun. Donc il y a de cela, toujours lié avec l'histoire. Et puis il y a aussi la rencontre avec Nuit des brouillards, et il en parle dans son article sur Capot, c'est un moment important pour lui. Voilà, il y a toujours cette grande histoire, et surtout la Shoah et l'Holocauste qui plane au-dessus de lui, avec des connexions avec le cinéma. C'est quelque chose qui a existé en lui depuis tout le temps, et puis c'est lâché. Il en a parlé à Toubiana qui a donné d'ailleurs Persévérance. Et fort de tout ce que je viens de te dire, je voulais savoir, parce que je t'ai jamais demandé à toi ce que tu en pensais, je voulais savoir pourquoi, selon toi, il n'a jamais écrit sur Shoah. Et encore mieux que ça, je n'ai pas souvenir d'avoir lu des témoignages de gens qui l'ont connu rapporter des propos sur Shoah de la part de Dané. Alors je peux me tromper, si c'est le cas et que tu le sais, dis-le moi parce que je ne le sais pas. Mais là pour le coup, s'il y a un article qui me manque comme un plan manquant, c'est bien l'article de Serge Dané sur Shoah. Pourquoi selon toi c'est quelque chose qu'il n'a pas fait? Parce qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas voulu, ça c'est sûr. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. C'est pas qu'il est passé à côté, c'est qu'à un moment il n'a pas voulu le faire. Là, du coup, oui, je dirais que c'est un travail d'historien, d'avoir accès à des sources qui pourraient donner effectivement une explication sur cette absence, si tant est qu'il faut aussi y insister, parce qu'après tout, Dané n'est pas obligé de parler de tous les films. Oui, bien sûr. Il y a des films de Godard dont il n'a jamais parlé, dont on ne sait pas s'il a pu en penser. Oui, mais c'est Shoah. C'est Shoah chez Saad, et tu sais que c'est quelque chose qui... C'est ça, pour ça que je me permets cette question. Oui, mais après, encore une fois, je pense qu'il faut rester prudent, à mon avis, sur ce genre de questions. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quand Dané est jeune, à l'école, là, il découvre le cinéma de deux façons. Il est un enfant de l'après-guerre. Donc le cinéma, ça va tellement de soi. On y va tout le temps. C'est une expérience constamment renouvelée. Il a raconté qu'il aimait beaucoup les films de KPDP, qu'il allait les voir avec sa mère. C'est intéressant parce que le rapport au cinéma, c'est d'abord un rapport très vivant avec sa mère, très incarné. Ensuite, ça va devenir le lieu de l'absent, du côté du père. Le père est absent, la mère est très présente, très vivante, très incarnée. Et puis, mais ça c'était le principe de plaisir qui venait commander la découverte de ce film quand il était jeune. Et puis il y a eu le principe de réalité qui a été organisé autrement, de manière plus pédagogique, une pédagogie très forte, organisée par quelques personnes après la Seconde Guerre mondiale, dans les ciné-clubs, ou dans l'institution scolaire. Là, je pense en particulier à son professeur du lycée Voltaire, Henri Hagel, qui était également un philosophe, également un critique, et qui a fait découvrir à sa classe, à Dané et à ses petits copains, Nuit et brouillard, d'Alain Resnais. Et quand il découvre ce film, il comprend que c'est son histoire, qu'il vient de là. Et je dois dire que moi-même, quand j'ai découvert ce film, j'ai compris que je venais de là aussi. On vient tous de là. On vient tous, de cette manière, de ce film-là. C'est-à-dire de la dernière phrase de ce film. Et vous qui n'entendez pas que l'on crie sans fin, et vous qui croyez que ceci est un autre temps, et qui n'entendez pas que l'on crie sans fin. C'est-à-dire que c'est une histoire au présent, et que le cinéma est un art du présent, au sens que les victimes ne cessent pas de crier, que tout ça ne s'est pas arrêté en 1945, loin de là, et tout ça évidemment très présent, très fort, avec une sensibilité exacerbée chez Godard, alors qu'on n'arrête pas de nous dire mais tout ça est lié, et que le passé c'est passé, parce que le présent c'est le présent, et avec ce genre de tautologie on n'entend pas que les victimes
crie sans fin et crie justice sans fin. Bon, il a vu ça, il a été percuté par ça. Ensuite, il y a Hiroshima, mon amour, et Muriel ou le temps d'un retour. Donc, Hiroshima et le troisième film d'Alain Resnais, la guerre, l'indépendance des Algériens et la torture. La torture qui est la scène inaugurale de Rome Villoderne. Ça, c'est le socle. Et ensuite, il y a un article de Rivette, le travelling de Capot, un film sur les camps, une bonne conscience de gauche, Gilles Corvo, un militant anticolonialiste sincère, qui plus tard réalisera la conquête d'Alger, et qui fait ce film sur les camps avec Emmanuel Riva dans le rôle de la Capot, et il fait ce fameux travelling que Rivette trouve tellement horrible qu'il l'écrit en disant voilà, c'est cet homme qui fait ce travelling de recadrage-là, c'est-à-dire qu'il esthétise la mort de cette femme sur ses barbelés, évidemment, à droit à plus profond mépris, parce qu'on ne peut pas être à cet endroit-là, c'est-à-dire tirer une jouissance esthétique d'une réalité qui nous brûle encore et qui ne cessera jamais de nous brûler. Il faut organiser le cinéma autrement, parce que la caméra nous met à l'endroit d'une jouissance, en fait, à l'égard de cette femme qui meurt sur ces barbelés-là. Voilà. Tout ça précipite, si on est dans un destin, il a envie de rejoindre la maison, celle des cahiers du cinéma, et d'écrire. Et effectivement, plus tard, le roman biographique s'étoffant, l'écriture critique se comprenant comme une écriture autobiographique aidant, le mythe, Jeannet a constitué son propre mythe, il était très intéressé par la question des mythes, ça revenait très souvent dans ses prises de parole dans les années 80, au début des années 90, et un mythe très très concret, c'est le sien. C'est-à-dire le mythe, c'est-à-dire la parole qui me fait moi-même ce que je suis, ce que je serai, ce qui restera peut-être de moi après ma mort. La parole ludique, c'est d'abord aussi celle-là, c'est pour employer un terme un peu complexe de Jean-Luc Nancy, c'est une parole totégorique, c'est-à-dire qu'elle me raconte moi-même d'une certaine façon pour me projeter, voilà, c'est une fiction de moi-même, projetée aussi un peu pour me donner un peu de l'avenir et de manière un peu plus vaste évidemment que l'endroit où je suis. Et c'est très beau. Il faut aussi le voir, ça. Il faut être lucide aussi sur le mythe. L'année a pu écrire de sa propre histoire de manière très très parce que le temps pressait, parce qu'il allait mourir. Parce que la mort le talonnait. Donc le mythe, c'était aussi sauver sa peau d'une certaine manière, et ça a bien fonctionné, puisqu'on en parle évidemment encore toujours. Parce que voilà, ce qui le talonnait, c'était la mort, et aussi la mort peut-être une certaine séquence historique, à laquelle je tiens encore beaucoup, cette séquence de la modernité. Donc, on ne se réconciliera jamais, et parce qu'on ne se réconciliera jamais, on produira les formes de cette non-réconciliation, on réintroduira le documentaire dans la fiction, et le documentaire viendra créer des problèmes à la fiction, comme la fiction produira avec le documentaire. Il y aura donc des débats formels à l'intérieur des films, il y aura donc du conflit et de la critique, et parce que le monde est comme ça, et que si on escamote ça, on est dans le spectacle, on est dans le divertissement, et se divertir, c'est faire diversion. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est rappeler que le monde est divisé, et que ces divisions doivent être opératoires dans le film, entre l'image, le son, entre les images, Strauss, Godard, Bresson, Duras, etc., etc. Et donc tout ça est absolument cohérent, philosophiquement, et ça ne cesse pas d'être actuel pour nous aujourd'hui, et donc forcément la question des camps. Voilà, Serge Danet, il appartient à cette génération-là, précédé par Alain Resnais, Chris Marker, Jean Quérol, Maurice Blanchot, Robert Antelme, l'écriture du désastre. Ça, le désastre est arrivé, il va falloir l'écrire. Le désastre est advenu, il va falloir en produire l'écriture. Et le cinéma, ça peut être un lieu très fort là-dessus, parce que c'est encore un art populaire, beaucoup plus que la littérature, c'est-à-dire aussi qui nous replie dans une expérience très personnelle. Voilà. Avec le cinéma, on sort de chez soi, on rencontre d'autres personnes, et puis ça reste encore un art public, un art collectif, ou un art qui nous expose publiquement de manière beaucoup plus forte que la littérature d'une certaine manière, et ça reste aussi un art populaire, et peut-être que les gens qui vont voir le film de Vittorio Cotafari dans une salle, iront voir le film d'Alain Resnais à côté. Ils seront tout percutés par ça en se disant oui, effectivement, ces blessures sont incicatrisables. Je vais prendre exactement le terme que Danet emploie à un moment donné de ses textes. Donc c'est fondamental, et à la découverte du père qui manque à sa place, effectivement, il y avait un homme qui s'appelait Pierre Sky, qui en fait a été doublure voix dans les années... C'est ça, c'est doublure voix. Voilà, les coproductions franco-allemandes, notamment il a fait la voix d'Albert Préjean. Voilà. Et il a disparu, il était juif, il a disparu, moi je l'écris comme ça un peu dans mon texte, dans la nuit de l'antisémitisme. Je ne sais pas si précisément on sait où est-ce qu'il est mort, comment il est mort, mais en tout cas il a disparu pendant la guerre ou après la guerre. En tout cas, Danet enfant ne l'a pas connu, mais il se dit définitivement, le cinéma a toujours été là, les Juifs, le génocide des Juifs a toujours été là, tout ça a toujours été là. Donc, ce que tu dis, c'est que du coup, d'une certaine manière, il aurait dû scolter un film comme Shoah, qui
se veut le film définitif sur cette question. C'est d'ailleurs aussi un film qui tire son parti esthétique des présupposés les plus modernes. C'est-à-dire, très précisément, le cinéma, c'est un art du présent, donc pas de reconstitution. Reconstituer, c'est tuer le présent au nom d'une conception académique et figée du passé. Donc, pas de reconstitution du présent, le documentaire, et on enregistre des gens qui parlent. Ce qui fait que le film est très très puissant de ce point de vue-là. Il y a des séquences extraordinaires dans le mais c'est aussi un film qui est très discutable, à partir de son titre, puisque là on est dans un vocabulaire sacral, sacré. Donc, on peut se demander pourquoi un terme sacré est employé pour désigner une réalité historique. C'est une vraie question. Henri Mesconic, par exemple, l'a discuté. Moi, je m'appuie, c'est pas moi tout seul qui pense ça, hein. Je m'appuie sur les réflexions de quelqu'un comme Henri Mesconic, qui connaît particulièrement en plus la langue l'hébreu, et qui a discuté aussi de l'emploi du terme Shoah. Holocauste et Shoah, d'ailleurs, c'est deux termes inappropriés. Holocauste, c'est le sacrifice par le feu, qui est aussi un terme qui vient là de l'Antiquité grecque, et Shoah, c'est un terme biblique. Là, est-ce que ce sont deux termes appropriés pour penser de réalité historique? Pas sûr, c'est un peu compliqué. Il y a aussi, alors évidemment, et puis l'autre chose aussi qui est très particulière, c'est l'antisémitisme génocidaire dans le film existe partout, mais sauf en France. En France, les choses sont beaucoup plus... Par contre, c'est horrible ce qui se passe en Pologne. Il y a quelque chose même pas loin d'une espèce de racisme anti-polonais, enfin, de racisme de classe, en fait. Enfin, les paysans polonais, c'est vraiment un ramassis antisémite terrifiant. Donc, il y a des historiens aujourd'hui qui ont l'impression que le racisme, en fait, l'antisémitisme génocidaire, c'est quelque chose qui vient de loin et des pouilleux. Ça ne vient pas des intellectuels, des juristes, des gens les plus intellectuels en Allemagne et puis aussi en France. Donc voilà, c'est un film qui est aujourd'hui comme un monument, mais qui nécessite, comme n'importe quel film, un exercice critique. Après, là, on ne peut que spéculer, dès lors qu'on n'a pas de source. On n'a pas quelqu'un qui, par exemple, qui aurait connu Serge Danet, qui pourrait nous dire, oui, j'ai discuté avec Serge Danet de ce film, et il m'a dit ceci, cela, et de recouper des... Je ne sais pas. On peut se poser effectivement la question de savoir pourquoi il n'a pas parlé de ce film. Après, tu as insisté à juste titre sur Elias Sambar. Bon, j'imagine que si Serge Danet a continué à entretenir des amitiés avec des Palestiniens et à considérer quand même que la Palestine, c'était pas simplement un problème résolu de fait par l'existence d'un nouvel État qui est un État colonial depuis 1948, peut-être que ça durant ces relations compliquées avec Claude Lanzmann, qui effectivement a tourné largement le dos à l'époque anticoloniale à partir de 1967, en particulier, l'époque de la guerre des 6 jours. Et ça, c'est une autre histoire. C'est plus compliqué, et c'est là que les historiens doivent faire leur travail, d'une certaine manière. Par contre, ça ne doit pas nous empêcher, nous, de faire la critique de Shoah. De faire la critique de Shoah avec des armes qui sont des armes cinématographiques. Moi, je l'ai faite à plusieurs reprises, notamment avec le dernier des Injustes, l'un de ses derniers films. Et lors du décès de Claude Lanzmann, je suis revenu sur comment Lanzmann est une personnalité compliquée, qui a voulu, en tout cas, organiser un rapport avec cet événement fondamental qui est le projet d'extermination des Juifs par les nazis, qui est un événement contemporain. Nous sommes les contemporains des Juifs qui ont été exterminés. Et le cinéma moderne s'est constitué sur cet événement-là. Et si le cinéma reste encore moderne, il n'oublie pas que les victimes crient sans fin. Sans fin. Ça, c'est fondamental. Mais on peut discuter des procédures adoptées par Claude Lanzmann, y compris dans une proximité avec une certaine modalité esthétique, pour construire une représentation de l'événement qui soit tout à fait discutable, dans ses linéaments, ses fondements, ses conséquences, et dans le reste de l'œuvre de Lanzmann. Il y a des choses extraordinaires dans le film de Claude Lanzmann, dans Shoah, je pense évidemment, il y a un moment qui est asphyxiant, c'est celui de Abraham Bomba, donc, qui a été le Sonderkommando. Et Lanzmann fait quelque chose de fou, puisqu'il a été coiffeur, il lui demande à nouveau de faire des gestes de coiffure pour libérer la parole de celui qui a été contraint de raser la tête de ses co-religionnaires ou de ses pères et de pouvoir être impuissant lorsque ces gens ont disparu ensuite dans les chambres à gaz. Et ce récit est quasiment impossible à formuler, sinon par une espèce de mise en scène que Lanzmann a raison à organiser de manière maïotique, comme ce cas de faire accoucher cet homme, Abraham Bomba, de ce récit.
en le forçant avec la violence même de celui qui fait accoucher un homme d'un récit qu'il ne voulait pas garder, en lui disant mais c'est nécessaire parce que c'est nécessaire pour moi. Genre quand Osman fait ça, il le fait pour moi. C'est nécessaire pour moi que cet homme raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il y a une violence du geste même de faire le film. Il y a une violence à l'égard de celui qui parle. Ça, c'est le cinéma moderne. C'est la question de la torture qu'on retrouve de Rossellini à Bergman, en passant par Eustache, Piala, Godard. On a cette question évidemment de la baffe à un moment donné pour de vrai que Gérard Depardieu va envoyer sur le visage de cette pauvre Sophie Marceau dans Police. Il faut que ce soit une vraie gifle. Parce que le cinéma a cette violence-là, qu'elle doit être à l'image. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier parce que la question de la violence, forcément, nous divisera. Si on la reconstitue en faisant semblant, c'est très simple, mais à un moment donné, on n'a pas de main. Il faut un tout petit peu se salir les mains. Il faut aussi, parfois, recourir à des opérations de forçage. Et c'est ce qui se passe lors de cette fameuse séquence du coiffeur. Ça, c'est extraordinaire. Et ça ne doit pas empêcher le film d'être critiqué. Après, j'ai envie de dire, 3 petits points. Alors, les 3 petits points, ça peut être l'objet d'un récit. Hein. Ça peut être l'objet, pourquoi pas, d'une fiction sur quel texte il aurait écrit, pour quelle raison. Après, c'est toujours délicat, là aussi, de ne pas parler à la place de celui qui n'est pas là. Alors, je me souviens très bien à Béjaïa, parce qu'on avait affaire à une génération plus ancienne que nous, première table ronde qui lui était dédiée, et puis ensuite, cette première génération avait un tout petit peu l'outrecuidance de nous dire qu'elle avait connu Serge Danet et que du coup, pour l'avoir connu, lui donner le droit de parler mieux, plus légitimement de lui que nous, qui ne l'avions pas connu. Ce qui était proprement et profondément ridicule. On ne peut pas parler à la place de ceux qui ne sont pas là. On ne peut pas parler à la place, évidemment, de Serge Danet. Mais on peut être interrogé et on peut demander aux historiens de faire leur travail. On va arrêter là, non, parce que je posais la question, parce que comme Patrice Relais avait beaucoup insisté sur le travail, sur le fait que le travail éditorial qu'ils avaient fait concernant tous les articles, tous les textes et les publiant sur plusieurs années, je m'étais toujours posé la question et j'en avais conclu effectivement par moi-même que, enfin j'en avais conclu seul que parce qu'il n'y a pas de texte sur la Shoah, donc forcément, vu qu'il ne se trouve pas dans le travail éditorial amassé par Patrice Relais, je me suis dit à ce moment-là, peut-être que ce texte n'existe pas. Mais en tout cas, il y a un épisode microfilm où Danet parle de Shoah avec ce ne sont pas des écrivains, je crois que ce sont des psychologues, mais il faudrait vérifier ça, qui ont initié un ouvrage collectif. Donc c'est la seule preuve concrète et audible pour le coup, où Danet pendant je crois c'est pendant 50 minutes parle de la Shoah. Merci Saad, c'était on n'a pas tout dit, hein. On a beaucoup parlé, surtout toi, mais finalement on n'a pas tout dit. C'est toujours comme ça, voilà. Et tu as raison, on place 3 points de suspension et la phrase n'est pas terminée. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Et la suite c'est demain. Demain c'est le live avec Pierre-Eugène et David Maurice on va clôturer ce week-end complètement déjanté sur Serge Danet sur YouTube. Voilà, il s'en passe des choses sur YouTube. Je te souhaite une agréable journée. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup. Merci. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony, and